Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 26 septembre 2024. Alors, on a eu quelques chiffres, notamment aux États-Unis, hein, sur l'inflation. PCE Core avec 2,8, c'était comme attendu. Des chiffres également sur le chômage, 218 000 nouvelles inscriptions, c'était un peu moins qu'attendu. Le discours de Jérôme Powell, mais finalement, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le réveil du dragon. C'est la Chine, enfin, qui lance un plan de relance. On en a parlé, hein, en début de semaine. Et donc, d'où l'intérêt de s'investir notamment sur les actions et les marchés et les secteurs qui sont en relation avec la Chine, parce qu'à minima, on aurait une réaction positive. À voir si après, ça va se traduire dans le temps ou pas. Mais déjà, on a mis une pièce dans le jukebox pour relancer un peu la machine. Et donc, euh, les, les achats se sont fait énormément ressentir, hein, sur le marché chinois et par répercussion un peu sur toutes les places mondiales, parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, tout est lié forcément. Et le marché chinois, c'est le deuxième marché juste derrière les États-Unis. Donc c'est un marché énorme. Et avec son réveil, ça peut relancer, porter une grande partie de l'économie mondiale. Avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On a ici le X-Tracker Harvest 300, c'est le CSI 300, notamment pour voir les principales actions, hein, sur la Chine. Donc on a eu ici, avec mardi, après l'annonce entre lundi et mardi du plan de relance chinois. Et donc le gros gap, on a eu un deuxième, hein, aujourd'hui, avec la confirmation, hein, que les marchés vont acheter cette nouvelle et vont se réinvestir pour soutenir probablement une économie chinoise, ou plutôt l'inverse, l'économie chinoise qui va être soutenue par les plans de relance devrait favoriser les entreprises, parce que à la fois les ménages chinois, mais les entreprises devraient en bénéficier au travers de prêts, au travers d'accès aux prêts, d'accès éventuellement aussi à la propriété, d'accès à un budget plus important, un développement, à une croissance qui va par répercussion, hein, inonder un peu toutes les actions. Donc là, on voit le retournement, hein, c'est flagrant. C'est flagrant au niveau des volumes, c'est flagrant au niveau des gaps, c'est flagrant au niveau du pourcentage. On a gagné en quelques jours près de 16% sur un indice. C'est pas sur une action, c'est pas sur une valeur, c'est sur la majorité des valeurs. Donc forcément, c'est encore plus fort, parce qu'on sait que les indices, ça lisse les performances. Et là, on a quand même imaginé sur le CAC 40, plus 16% en même pas une semaine. Alors, on a déjà vu ça, hein, à la hausse comme à la baisse quand il y a des gros événements. Et là, c'en est un. C'est ce plan de relance qui est largement acheté, parce qu'on arrive aussi sur des niveaux un peu bas. Et on le voit, gros engouement, hein, de la part de plein d'investisseurs sur le Dow Jones Shanghai, hein, c'est un peu la même chose, c'est peut-être un peu moins marqué, plus 7%, et un peu moins de points, mais là aussi on sent la relance quand même qui est en train de se faire sentir, et forcément par répercussion, la plupart, hein, des marchés sont dans le vert. On va regarder notamment le CAC 40, les marchés américains aussi, hein. Le Nasdaq, le Standard Poor's. Alors, Standard Poor's il est légèrement négatif, mais il avait bien monté avant. Et donc le CAC 40, et les 7007, c'est le niveau qu'on attendait, hein. C'était un peu la zone clé, le niveau pivot qui nous fait dire que, si on casse les 7007, finalement, c'est que tout va bien, c'est qu'il y aura eu quelque chose. Et ce quelque chose, on l'a eu, hein, on l'a eu en début de semaine, la Chine qui relance, et ça nous fait revenir sur les 7007. Maintenant, est-ce qu'il va être acheté? Est-ce qu'on va pouvoir capitaliser dessus pour viser, hein, la fin d'année, en positif? Ou au contraire, est-ce qu'on va buter dessus et il va y avoir des interrogations? Bah, on en est là finalement, avec un nouveau petit gap ici. On revient sur la moyenne à 200. On avait déjà fait un échec ici sous résistance, c'était à la fin août, le 30 août. Là, on arrive à 7742. Et avec quand même une grosse puissance, hein, des gros achats et une grosse force acheteuse, parce que on met deux gaps en 4 jours, en 3 jours, qui n'ont pas été comblés évidemment. On revient sur les moyennes, les moyennes clés, hein, notamment la moyenne à 200, n'est pas encore en surachat, donc la tendance est toujours plutôt favorable. Ça ressemble quand même à une inversion de dynamique portée, hein, par la Chine,
sur la plupart des marchés. Donc oui, très favorable sur les actions qu'on avait et les secteurs dont on avait parlé en début de semaine. Et on va le voir hein, en confirmation notamment sur le CAC et sur les quelques actions du portefeuille. Alors sur le CAC, il y a quand même quelques actions qui sont dans le rouge. Carrefour, on le sait, c'est défensif plutôt. Ça arrive en plus sur une petite résistance. Et on le dit souvent, hein, quand il y a des marchés comme ça, souvent très haussiers, bah, on va chercher du risque, on va chercher de la performance. Donc on retire son argent des actions hein, qui sont plutôt défensives et qui vont pas avoir un gros pourcentage. On va les mettre sur les actions notamment hein, qui vont bouger beaucoup et qui vont être sous le feu des projecteurs pendant quelques jours. Ça va gagner énormément. Donc les défensives, quand tout est vert comme ça, généralement, c'est à peine vert. Des fois, c'est même dans le rouge. On le voit ici avec Carrefour, on le voit avec Orange. Hein, le principe, bah, déjà, on avait la résistance, on en avait parlé dernièrement, on irait sûrement sur le bas. Et avec cet engouement en plus sur la Chine, forcément, ça va couper un peu l'herbe sous le pied des actions plutôt défensives. Moi, j'étais sur Danone, j'ai vendu Danone récemment, j'ai fait la hausse. Et puis là, on sent un peu le vent tourner avec bah, cette euphorie un peu. Je suis pas sûr que Danone, ils arrivent à en profiter, puisqu'ils sont plutôt défensifs aussi. Donc, on va chercher de la performance ailleurs. En parlant de performance, on a Téléperformance qui se prend une petite claque dans le nez. Il y a notamment un concurrent hein, sur le même secteur qui a donné des chiffres assez moyens et qui a perdu beaucoup. Par ricochet, ça a fait baisser un peu Téléperformance, mais on voit sur Téléperformance l'importance de l'analyse technique et des niveaux clés. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu jusqu'à 10%, je crois. 10,4 en cours de séance. Et on finit à moins 4. Et on voit toute cette mèche-là, on a grandi. Bah, ça a été racheté. On est descendu sous le support ici, le fameux support à 93,2. Et on le voit à chaque fois. C'est une zone clé. Au mois de février, au mois de mars, au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre. Et encore une fois, au mois de septembre, ça a été racheté. C'est des niveaux que le marché juge un peu bas et on le voit avec des volumes importants. Donc, finalement, ça nous conforte dans l'idée que ce support est acheté pour le moment. C'est un niveau de valorisation trop bas jugé par le marché. Alors, bien sûr, il faut le tenir, mais pour l'instant, ça nous dit quand même beaucoup sur l'action qui est toujours plutôt forte acheter sur ces niveaux-là parce qu'on n'a pas envie de descendre, on n'a pas envie de continuer à baisser et de capituler sur Téléperformance. Alors bien sûr, il faudra construire au-dessus et continuer la hausse après, mais on a quand même des signaux intéressants qui nous disent que 93, hein, c'est le niveau support sur Téléperformance et on achète à chaque fois qu'on revient dessus ou en dessous. Les valeurs défense et guerre aussi sont pas au mieux, hein, que ce soit Rheinmetall, Thales ou autre. Là aussi, alors malgré les petits soucis qu'on a hein, en Europe de l'Est, Moyen-Orient, c'est des secteurs aussi, des rotations sectorielles qui seront jouées peut-être un peu plus tard. Mais aujourd'hui, on joue quoi? On joue la relance, on joue la Chine, on joue les secteurs porteurs sur la Chine. Donc ça va être quoi? Forcément le luxe, LVMH, plus 9, Kering, plus 9, Hermès, plus 9. Alors c'est la fête, c'est n'importe quoi presque. Mais c'est pas une surprise parce que déjà ça avait été bien massacré, bien consolidé pendant pas mal de temps et que le débouché énorme qu'ils ont en Chine devrait revenir hein, la croissance sur ces chiffres qui avaient été un peu moyens, notamment dû au ménage hein, chinois qui était un peu dégradé. Il y a de grandes chances que ça reparte. Alors, est-ce que ça va repartir fort ou pas? Les gros investisseurs ont mis leur bille hein, sur ces niveaux-là, notamment sur les 1009, 2000, voire 2002. Et on va jouer maintenant la fin de l'année pour voir jusqu'où ça peut nous porter. Mais oui, le luxe réagit bien. Hermès, on l'a dit, c'est la plus intéressante. Elle revient au-dessus de sa moyenne à 200, elle revient sur sa résistance à 2226. Peut-être une petite conso ces prochains jours hein, en dessous, mais ce sera probablement racheté pour aller casser les 2226. Donc, plutôt largement favorable à court terme sur le luxe. Pour rester à long terme, il faudra que effectivement la Chine et son plan de relance se traduisent dans les chiffres hein, par des dépenses de ménage supérieures.
notamment dû aux entreprises, hein. C'est les entreprises qui vont gagner de l'argent, qui par ricochet vont payer plus les salariés, donc les ménages qui vont avoir plus d'argent, le dépenser encore dans l'économie, et c'est un cercle vertueux, et donc ça devrait faire progresser notamment les entreprises qui ont pas mal de débouchés sur le secteur chinois. Le luxe encore avec L'Oréal, plus 6,9. On le voit, hein, énorme. Alors L'Oréal, c'est pas encore gagné, mais la réaction, elle est quand même super belle. Et pour le long terme, là aussi, on a donné quand même des signaux super forts d'entrée, notamment en début de semaine. Pernod Ricard, c'est pareil. Les débouchés en Chine sont importantes. Et avec le marché chinois qui revient, bah, on a des belles réactions, des beaux volumes. Alors moi, sur Pernod Ricard, il y a eu quand même tellement de baisses et puis une grosse phase de déstockage qui n'est pas totalement finie. Il y a aussi des petites taxes. Alors il y a une petite guéguerre avec la Chine. Là aussi, c'est pas totalement terminé. C'est pour ça que moi, je serais pas surpris de revoir Pernod Ricard consolider un peu. On a déjà signifié, hein, qu'on s'en sortirait probablement sur Pernod Ricard, mais faut s'attendre peut-être à des prises de bénéfices court terme, des sorties quand on va arriver ici sur les 141, 140, pour revenir un peu plus bas et là accumuler. Et c'est là qui, je pense, faudrait investir sur Pernod Ricard. Alors peut-être que ça va partir en ligne droite, hein, je sais pas. Je suis pas devin, mais moi je vise plutôt cette zone-là, hein, sur les 132, 123 peut-être, au mois d'octobre, voire novembre. Et puis ArcelorMittal, forcément la Chine qui va mieux, qui rachète un peu son acier. Puis il y a aussi un débouché en Inde, hein, avec l'Inde qui va plutôt bien, qui a aussi des besoins en acier. Donc ArcelorMittal revient enfin sur des niveaux clés, à savoir ici les 23,3, la moyenne à 200, ça coïncide. Là aussi, capacité de le casser ou non, comme sur Hermès, hein, c'est exactement les mêmes niveaux, on revient dessus. Euh, Moi, je pense que oui, ça devrait passer dans quelques jours ou dans quelques semaines. C'est-à-dire que même si on fait un échec là, l'impact et la dynamique qu'on a va faire que si on a un échec, ça devrait être acheté quelques semaines après. Ou alors, on va déjà se mettre au-dessus. Et puis de toute façon, ça devrait aller plutôt vers le haut. À moins qu'on ait, bah, comme d'habitude, hein, une météorite, un signe noir, ça peut toujours arriver. Et là, on changera de discours. Mais pour l'instant, hein, ce qu'on voit, c'est cet impact-là sur les marchés. Donc oui, super positif. Et je vais parler aussi de Capgemini parce que Capgemini, c'est une valeur que j'aime bien et sur laquelle on pourrait se replacer. Alors, est-ce que c'est pas trop tôt? Oui et non, parce que Capgemini, c'est plutôt dans le numérique. On va en avoir besoin aussi pour la suite. Pas forcément extrêmement porteur en termes de ce qui se passe sur la Chine. On verra plutôt Saint-Gobain juste après, mais là aussi, techniquement, hein, on a du mal à repasser les 200 en gros, 195, 196. On revient dessus. Il y a eu le fonds américain qui s'est placé dessus récemment, et avec la dynamique IA qui est en train de reperformer, oui, et Capgemini, moyen terme, long terme, c'est bon à acheter maintenant, je pense. Maintenant, court terme, on attendra peut-être un peu parce que là aussi, des rotations dans le secteur. Est-ce que le numérique et la transition numérique va prendre le pas alors qu'on a peut-être des secteurs un peu plus intéressants à court terme? C'est pour ça qu'on surveillera pour éventuellement une meilleure porte d'entrée, mais ça devrait performer aussi. Et oui, je voulais voir Saint-Gobain dans le secteur de la construction qui a annoncé il y a quelques temps, hein, assez récemment, sentir les premiers signes de retournement dans la construction, hein. Ils sont aussi dans la chimie, Saint-Gobain. Et on a cassé récemment ici les 80,5, le plus haut historique sur Saint-Gobain. On a mis du temps, hein. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, boum, la cinquième c'est passé, on revient dessus, on rebondit. Et là, la Chine qui arrive au bon moment. Ah, pour Saint-Gobain, ça semble parfait. Un Saint-Gobain qui est aussi assez... qui a des marchés assez diversifiés en termes géographiques, hein. Ils sont un peu partout dans le monde, donc ça c'est bien. Ils ne sont pas uniquement en Europe, par exemple.
et ça devrait énormément les aider. On va regarder rapidement quelques valeurs du portefeuille qui sont justement en rapport avec la remontée de la Chine. Alibaba, ça fait des mois que je vous en parle, ça fait des mois que je suis dessus. Et outre, hein, on en avait parlé évidemment, Alibaba, c'est la vente sur Internet, entre autres, mais pas seulement, c'est aussi le cloud, c'est aussi l'intelligence artificielle. Et de gros investissements ont été faits par Alibaba sur l'IA aussi pour à la fois améliorer leur marge, améliorer leur vente et se faire une place dans le cloud. Et c'est un géant à ce niveau-là. Alors peut-être pas au même niveau que les gros comme Amazon avec AWS ou Alphabet ou Microsoft, mais ils sont pas loin. Alors en Chine, ils sont leaders évidemment, mais dans le duel, ils sont pas loin non plus. Et avec la puissance de la Chine, il va falloir compter sur Alibaba. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ils étaient descendus tellement bas. euh, alors que, alors oui, il y avait un ralentissement chinois, mais ralentissement chinois, il n'avait pas duré 10 ans. On avait quand même baissé depuis un moment, et puis là, on attendait les signaux de reprise un peu qu'on tardait et qu'on a eu dernièrement. Donc le retournement, on l'a déjà vu arriver depuis plusieurs mois. Il arrive enfin maintenant, enfin la confirmation, parce qu'on a eu les prémices, hein, on le sentait venir ici depuis cet été. Boum, il nous met aussi de gros gaps. On est sur les 102. Est-ce qu'il faut vendre Alibaba? Ben, je pense pas. Je pense que alors, on va peut-être redescendre assez fortement. Ça serait pas une surprise parce que finalement, ce serait au prorata hein, de ce qu'on a gagné. On est monté tellement haut avec des pourcentages importants. C'est normal qu'il y ait un début de consolidation saine qui se fasse sur le titre. Mais je pense que la dynamique, là aussi, sur Alibaba, elle est pour aller chercher au moins les 120. Et encore, 120, c'est plutôt moyen terme, c'est pas l'objectif long terme. Sur Alibaba, qui je pense, va nous balancer des chiffres plutôt intéressants hein, chez ces prochains trimestres. Donc oui, Alibaba, évidemment, on reste. Et puis on attend de le voir beaucoup plus haut. On va pas faire les techs, on va juste faire Nvidia en tech pour voir qu'ils sont sur des niveaux clés aussi. On a ouvert pile ici sur l'oblique de consolidation, comme par hasard. On baisse un petit peu, mais finalement, on est ici prêt à partir. Alors là aussi, si on casse, bah, probablement qu'on va relancer une séquence plus ou moins forte hein, sur Nvidia pour peut-être relancer la machine dès maintenant, ou alors on va faire une énième, peut-être dernière, phase de conso sur Nvidia avant de repartir et de recasser, ce qui n'est pas impossible. Le scénario aussi, c'est d'attendre la moyenne à 200, elle est ici. Donc c'est pour ça que on pourrait éventuellement avoir cet objectif-là, c'est-à-dire mi-octobre, une petite consolidation ici vers les 100, ensuite un démarrage et une explosion de Nvidia. Elle n'est pas obligé de faire ça, hein, elle peut partir maintenant, mais on voit encore la force du secteur tech aux États-Unis, la force de Nvidia, et on l'a dit, hein, Nvidia, ils n'allaient pas, même après leur grosse descente ici, on a parlé, et bien sûr qu'ils allaient repartir et qu'ils n'allaient pas s'effondrer. Il y a trop d'argent investi de part et d'autre, et c'est un secteur dont on a à peine conscience aujourd'hui, hein, secteur intelligence artificielle qui est en train de se développer tellement sur plein de secteurs, pas seulement l'informatique, on le voit dans beaucoup de secteurs, on parle du médical aussi, évidemment, les biotech, mais autres. Tout le monde est en train de se mettre à l'IA et ça va être une demande énorme pour les prochaines années. Donc les leaders, comme Nvidia, vont évidemment en profiter. Ben, pour ça, il faut des investissements, hein, forcément. Donc à court terme, ça mange un peu les marges, mais ils seront gagnants plus tard. Ça, c'était pour la tech. Avec ARM aussi. ARM, moi je suis encore dessus. On est en train de. Là, on a un peu recassé à la baisse. On est en train de tester hein, ces 48,90, 148,97, les 150 en gros. Mais on voit qu'on rend pas grand chose derrière. Hein. Les 150, ils devraient être cassés pour aller encore plus haut sur ARM, notamment pour les puces de téléphone portable et les serveurs récemment au Rubis. Alors le cuivre, pas fait. On va faire rapidement, évidemment. Le cuivre. Je vous en parle tout le temps du cuivre hein, depuis très longtemps. Je suis investi sur le cuivre et on a eu ce signal hein, mi-août
Mais j'y étais depuis un petit peu avant. Et l'explosion, hein, le W, et puis là, boum boum, en 3 séances, on prend 6 à 7%. Donc, confirmation, hein, sur le cuivre qui est en train de repartir avec une demande qui va encore s'accentuer et mettre la pression sur les prix qui devraient grimper et aider les minières cuivre à améliorer leur marge, notamment au Rubis. On en a parlé récemment, au Rubis, c'est la confirmation. Hein, faut pas trop vendre, je pense, parce qu'on était sur des niveaux bas. Et sur ce qui a été dit en commentaire, bah ça devrait pas trop baisser les, les frais qui ont été engendrés, hein, par la restructuration un peu de l'usine. On a a priori le pire est derrière nous sur Rubis, donc maintenant on devrait profiter quand même d'une production intéressante avec des marges qui devraient être encore plus importantes que les fois précédentes. C'est pareil sur l'or, hein, l'or qui bat des records, Barrick Gold. Alors, sur quoi renforcer Barrick Gold? Bah, moi, j'attendrais pas forcément un niveau. Si je voulais m'investir sur l'or maintenant, je me mettrais éventuellement en DCA, mais là, il n'y a pas trop de signaux de conso ou de baisse. Donc, plutôt s'investir maintenant et puis accompagner la hausse sur l'or, quitte à quitter quand on commence à sentir la fin, même si c'est en court terme. Mais actuellement, on n'est pas trop dans un début de baisse sur l'or, donc j'aurais plutôt tendance à pas attendre, hein, sur l'or, que ce soit Barrick, Newmont, IAM Gold ou Harmony Gold, entre autres. BYD, j'ai pris une petite position entre hier et aujourd'hui. J'en ai parlé notamment sur le secteur auto, hein, avec la guerre aussi des taxes douanières. C'est forcément intéressant avec ce qui se passe en Chine pour à la fois le marché local et donc BYD qui devrait vendre des voitures électriques sur son territoire, mais aussi en Europe, avec les constructeurs auto européens qui ont du mal, et puis avec les taxes douanières qui devraient pas être énormes, hein, sur BYD notamment, qui collabore, qui fait beaucoup de pubs. Hein. On voit beaucoup de pubs BYD, ils vont attaquer le marché européen assez fortement. Et il n'y a pas de secret, on a une belle tendance aussi qui se dégage pour un retour à la hausse de BYD en long terme depuis le mois de mai. Alors ça a mis un peu de temps, mais là on a des signaux quand même super forts aussi. Euh, un petit point sur FDJ, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, toujours haussier, il faut plutôt rester. Euh, pour vendre. On n'a pas trop de signaux pour le moment. Alors, on commence à avoir les Bollinger qui se rapprochent. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une période de temporisation avant une nouvelle séquence. Donc, a priori, je resterai. Si on descend vers le gap et qu'on redémarre, ça peut être intéressant aussi de se réinvestir. Par contre, si on revient vers le gap et qu'on a tendance à le casser à la baisse, attention. Mais il y a plutôt que des bonnes nouvelles sur FDJ, donc plutôt rester. Et on joue toujours les 45, hein, sur la Française des Jeux à moyen long terme. A priori, il n'y a pas trop de signaux négatifs, à part peut-être la fameuse amende de la part de la Commission européenne, mais on n'a pas trop de nouvelles là-dessus. Voilà. Et oui, donc le secteur de l'énergie, on parlait des secteurs qui sont joués. On va jouer sur les secteurs qui vont rapporter beaucoup. Il y a une prise de risque parce que le risque paye. Donc tous les flux qui sont pas forcément, qui vont pas aller enfin qui sont retirés des actions avec un rendement moyen pour aller notamment sur le luxe, on l'a vu, et puis éventuellement la construction. C'est retiré notamment du secteur énergétique. Et pour la demande, je pense, ça sera un secteur qui sera joué un peu plus tard. Aujourd'hui, il est mis un peu en stand-by, mais si ça se confirme, on va, avec la Chine, avoir une tendance poussée aussi par ricochet avec la croissance relevée des pays européens, peut-être sur l'énergie. Donc il faudra les surveiller. Actuellement, c'est pas le cas. Le marché ne les joue pas. On le voit avec GTT moins 0,4. On est en attente. On va le voir aussi avec Total tout à l'heure. C'est à surveiller quand même. Avec Calray, ils sont proches du chaos. Ils sont encore en train de résister. Mais bon, on va attendre quelques jours avant de partir. Mais c'est pas rassurant ce qui se passe sur Calray. Marathon digital, donc en relation avec le Bitcoin, hein, le Bitcoin qui se porte plutôt bien, on voit une belle hausse.
Aujourd'hui, sur le Bitcoin, qui revient, bah, on avait fait le petit dessin, il est en train de suivre un peu le dessin, le pronostic, c'est de quoi? D'aller toucher l'oblique, le haut de l'oblique du drapeau ou du canal baissier, et de la casser. Et à ce moment-là, ça déclenchera une grosse séquence haussière sur le Bitcoin, hein. Le canal baissier, il est là, hein. C'est l'oblique blanche, le haut du canal, le bas du canal. On va toucher le haut, on va toucher le bas. Là, dernièrement, on a touché le bas, on rebondit. Petite phase de conso en milieu de parcours, on rattaque. Le plus dur, c'est maintenant. C'est revenir ici sur les 66-68 et les casser. Mais si c'est le cas, alors oui, on peut s'attendre enfin au bull run. Sinon, bah, c'est reparti pour un tour, mais il y a de grandes chances quand même que ça arrive relativement prochainement sur le Bitcoin. Donc oui, jouer le Bitcoin, pas forcément maintenant, mais on l'a dit, hein, on en a parlé au début septembre que c'était intéressant de se placer sur les valeurs Bitcoin. Ça l'est toujours en long terme. En court terme, il faudra attendre les niveaux clés qui devraient être cassés et apporter là aussi de la volatilité et une prise rapide des marchés. Microsoft un peu de mal. Alors, il y a quelques techs comme ça, Amazon aussi, qui ont un peu de mal, mais finalement, ils se maintiennent et ça accumule et ils ont déjà fait leur hausse, donc on n'est pas trop inquiet. Sur Microsoft, on le voit, c'est quand même plutôt bien orienté et ça consolide au-dessus des 430, donc c'est le niveau, hein, qu'on avait bien noté, on le voit, cassure, on revient dessus, et là on reste au-dessus, donc au-dessus des 430, c'est parfait pour Microsoft. Ruby, alors oui, Ruby, ça y est, on a eu notre niveau technique intéressant sur Ruby, c'est-à-dire le rebond, le premier rebond, jusqu'à quel niveau on monte. Le gap baissier, le rebond technique sur les 24-40. Ensuite, on a eu quoi? De 2 jours d'un peu moins bien. On a le début de retournement, hein, d'inversion MACD. Donc si on recasse, je pense, les 24-40, on va aussi quasiment casser la moyenne à 20 jours. On sera positif, mais il faudra attendre d'être bien au-dessus. Et là, je pense qu'on aura signifié quand même la fin de la baisse sur Ruby. Tant que c'est pas le cas, on peut continuer à tergiverser quand même comme ça pendant pas mal de temps. C'est pour ça que j'évite d'acheter dès qu'on a un chandelier vert. Alors là, pour le coup, on aura été plutôt gagnant. Mais ça se passe pas toujours comme ça, hein, parce que souvent on fait des rebonds techniques et après, quand on a eu des grosses baisses comme ça, on continue d'aller de plus en plus bas. Donc là, on verra. Moi, je note ce niveau-là sur Ruby, les 24-40. Quand on l'aura cassé franchement, je redeviendrai plus intéressé, pas encore acheteur, mais peut-être en spéculatif sur Ruby. Et Total, donc, hein, le secteur de l'énergie qui n'a pas été joué. Là aussi, on voit une grosse baisse durant la séance. Ça a été racheté quand même. On fait une mèche basse, hein, encore une fois. Hop, on ouvre sur les... Faut pas bouger. On ouvre sur les 59,31 et on va sur les 58,25. Donc ça fait quand même, en intraday, on perd 1,7 qui a été racheté durant toute la séance. Et on clôture au niveau de l'ouverture quasiment. Alors, légère baisse, on a eu en plus les dividendes. Le secteur énergétique qui est pas trop joué, parce qu'il y a une rotation, mais on est plutôt dans le bas et c'est toujours plutôt racheté, hein. Total qui est super costaud. Il faudrait quand même une grosse baisse de la demande pour voir Total commencer à péricliter. Je pense pas que ce soit catastrophique à ce stade. Vivendi qui a clôturé le gap aujourd'hui, au point près, 10,55, hop, il n'existe plus. On confirme la bonne santé, hein, de Vivendi avec le support des 10,2. Alors on ne le mettra pas forcément pile à 10,27, hein, on peut peut-être le mettre un peu en dessous, mais c'est cette zone-là, hein, qui fait support maintenant. Et puis en clôturant enfin le gap, on confirme, hein, la bonne dynamique aussi court terme ou moyen terme sur Vivendi. On peut toujours attendre la scission à la fin de l'année, sinon dans une optique plus court terme, ça reste haussier. Donc pour l'instant, il faut rester et voir comment on va travailler les 10,55. Et ce qui va se passer entre les 10,27 et les 10,55, ça pourrait être une zone de travail, hein, sur Vivendi ces prochaines semaines. Walt Disney, plutôt positif, j'en ai déjà parlé.
Et les valeurs abonnées, alors, il y en avait quelques-unes en plus. On va pas les refaire toutes. Orubis, bah, j'en ai parlé, j'en parle souvent. Le rebond, forcément. Maintenant, il faudrait faire un peu mieux. Les chiffres, hein, qu'on l'a dit et qui avaient été annoncés étaient mauvais, mais avec déjà les mauvaises nouvelles qui ont été pricées dans le cours. Donc maintenant, a priori, on devrait avoir que du mieux. Barrigold, on en a parlé. Bouygues, rien de nouveau. Carnival, alors c'est dans le fret maritime. Carnival, rien de nouveau non plus. On avait déjà fait la tendance, hein, de la valeur avec les 20 en résistance, les supports de plus en plus hauts à acheter. Il faut attendre la grosse cassure qui pourra nous amener aussi une belle envolée quand on aura cassé les 20. Donc à surveiller, mais pour l'instant, on va plutôt acheter l'oblique verte, vendre la résistance rouge, et puis le jour où on casse la résistance rouge et qu'on revient dessus, bah, il faut acheter. Equasense. Alors j'en avais déjà parlé avant, Equasense, hein, notamment d'acheter le support ici des 45,7, parce que si on cassait, bah, il fallait partir, mais on n'aurait perdu que quelques pourcentages. Donc c'est ici un niveau intéressant à acheter, parce qu'au niveau du risque, il y en a très peu. Derrière, ça part. Alors, le pourcentage gagné, il est pas énorme, hein. On gagne, ah si, on gagne quand même, on gagne 8 à 10%. Donc, on a un petit retard quand même. Mais bon, si on voulait rentrer, je crois que je l'ai déjà dit, hein, c'était rentrer par là au niveau du support. Maintenant, ça reste baissier encore, Equasense, hein. Donc là, c'est du rebond technique ou du spéculatif à acheter. Parce on a cette cassure ici de la moyenne à 200, on a les plus hauts de plus en plus bas. Et puis on va voir bah, ce gros travail ici. Est-ce qu'on va, est-ce qu'on va réussir à le casser fortement ou pas? A priori non. A priori on devrait avoir un petit échec. Et après pourquoi pas revenir sur Equasense. Genfit. Bah, on est dans la zone, alors on gagne encore quelques pourcents, mais on sent qu'il n'y a plus trop de peps, hein, sur la valeur. Alors, on n'est pas à l'abri d'avoir un gros chandelier encore qui nous mette plus 20, mais pour moi, c'est trop tard. Rentrer sur des actions comme ça, c'est prendre un gros risque. Parce que le gain potentiel de hausse, il s'amenuise avec le temps et avec les pourcentages gagnés. Par contre, le risque de conso et de retour vers le bas, il est important. Et quand vous avez déjà gagné 30%, bah, faut pas s'étonner de perdre rapidement 10% en consolidation. Donc si on rentre maintenant, compliqué. Maintenant, on peut rentrer avec des stops assez courts, hein, notamment en intraday, pour essayer de sécuriser une position et puis faire du trend following pour garder la position quelques jours et puis monter les stops petit à petit. Mais oui, le train, il est un peu passé sur Genfit, Hafner Energy, rien de nouveau. Imeris, j'en ai parlé. Intel, je suis pas favorable. On verra si l'OPA se fait, hein, de Qualcomm, mais il y a eu pas mal de licenciements aussi sur Intel, hein, ils sont pas en grande forme. Le grand, oui, c'est bien, le grand. Les 102.8, on a eu du mal. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On la casse la cinquième fois. On le travaille, on revient dessus et on repart. Avec en plus, le grand, c'est quoi? C'est aussi l'électrification. Donc le marché chinois, donc les autres marchés aussi européens, américains. Éventuellement les data centers, mais dans un premier temps, ce sera plutôt l'électrification qui risque de porter le grand. Donc oui, macro, feu vert, technique, feu vert, plutôt bon, hein, sur le grand maintenant, avec un support autour des 102. Philips, alors on a eu un beau signal d'achat ici, hein, au mois d'avril. Un deuxième gap au mois de juillet. Et on est en train de revenir un peu sur les résistances, mais on est pas loin de les casser, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il y a pas grand-chose au niveau des volumes. On est un peu haut au niveau MACD, on sent qu'on pourrait peut-être aller piquer du nez. Là aussi, sur Philips, c'est pas idéal au niveau du timing. En moyen long terme, oui. Et encore, il faudrait voir les données. J'ai pas été regarder les données chiffrées. Au niveau technique,
J'investirai pas maintenant. Maintenant, oui, c'est propre, c'est beau, mais est-ce que c'est le moment de rentrer? C'est plutôt le moment de vendre. Ou au moins de prendre une partie de ses bénéfices après sur retour. Pourquoi pas? Sur conso, mais il faudra me redemander. Notamment parce que là, tant qu'on tient ce gap-là, oui, éventuellement un retour sur les 25 et un redémarrage. Mais là, je rentrerai pas Seb. On en avait parlé avec la Chine, forcément. Bah, c'est la confirmation. On comble le gap aujourd'hui sur Seb. Les marchés chinois, les ménages chinois, je vais y arriver, qui devraient redépenser à nouveau. Et donc Seb devrait exploser là-bas. On redevient positif au-dessus des 100 euros. Donc à confirmer si on se maintient autour des 100, hein, c'est ce qu'on avait dit, je crois, en début de semaine, potentiellement acheter Seb. Steve qui continue sa hausse. Et Ubisoft, on en a parlé aussi, beaucoup de ventes à découvert. Assassin's Creed qui a été retardé. Et puis maintenant, j'ai même vu des, les employés d'Ubisoft qui travaillent, qui veulent faire grève parce que ils veulent pas être en présentiel, ils veulent travailler chez eux, ils n'ont pas envie de venir dans l'entreprise. Donc, ils ont un peu tout contre eux, Ubisoft. Alors je sais pas comment ils recrutent, mais bon, les mecs qui veulent plus travailler, c'est formidable. Ubisoft, alors, ils vont pas droit au cimetière, hein, mais c'est sûr que si on est actionnaire, on fait un peu la tête parce que là, ce qui nous arrive sur le coin du nez, c'est que des mauvaises nouvelles. Euh, Ça reste quand même une belle boîte, une valeur intéressante avec un catalogue. Il y a eu quelques échecs ou des demi-échecs. La valorisation, elle est super basse. Et donc, il faudra se poser la question, le jour où il y a un début de bonne nouvelle, un début de fin d'hémorragie, est-ce que Ubisoft n'est pas sous-valorisé? Parce que là, on parle d'une valeur qui a moins de 10 euros, qui était il y a quelques temps à quasiment 100 euros. Est-ce que les actifs ont été divisés par 10? Est-ce que le catalogue a été divisé par 10? Est-ce que la visibilité a été divisée par 10? Bah, pas forcément. Donc là, on est clairement dans le cas, je pense, d'un excès du marché qu'il faudra acheter, mais pas trop tôt. Parce que si vous l'achetez là à 17, bah, on est déjà à 9, hein, on a perdu à 50% en quelques semaines. Attendre la fin, attendre que la vente à découvert aussi se dégage, parce que là ils sont en train de venir comme des vautours, mais ils ont raison, hein, le titre baisse. Et quand ce sera plus le cas, quand le titre va commencer à réagir, oui, alors là Ubisoft, alors faudra avoir des données qui confirment qu'Ubisoft se dirige pas vers la banqueroute, mais a priori ça pourrait être intéressant parce qu'on l'aura super bas. Donc là ce sera encore à étudier plus tard. Mais on n'en est pas là. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me poser vos questions, vos analyses aussi sur les actions, sur les secteurs, la bourse en général. On en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus.